Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans ce 1945. Dans l'actualité de ce mardi, la victoire du Sénégal face au Cap-Vert. Ça y est, les Lions sont qualifiés en quart de finale grâce à des buts de Sadio Mané et Ahmadou Bamba Dieng. L'actualité, c'est aussi les conclusions du rapport 2021 sur l'indice de perception de la corruption. Le Sénégal s'enfonce dans les abysses. Notre pays a perdu 2 points et se retrouve toujours en zone rouge. Les raisons de cette régression expliquées dans ce 1945 par le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck. On en parle toujours, les élections locales. Le collectif des organisations de la société civile avait déployé au moins 300 observateurs pour superviser le vote. Le collectif a formulé une série de recommandations. En première ligne, le maintien de la dynamique de pacification du processus électoral. Tout de suite, le développement. Et c'est avec brio que les Lions ont décroché la victoire en match de huitième de finale. 2-0 face au Cap-Vert. Le Sénégal est ainsi qualifié pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sadio Mané et Ahmadou Bamba Dieng sont les deux buteurs de cette rencontre. Et nous allons tout de suite écouter le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, en conférence de presse d'après-match. Aliou Cissé que nous allons retrouver dans un instant. Notez également que Sadio Mané a été blessé à la tête lors de cette rencontre face au Cap-Vert. Il doit subir des examens IRM. Il est encore conscient malgré la violence du choc. Les détails de sur Sadio Mané, ce sera également dans quelques instants. En attendant, nous parlons des élections locales. Les résultats... Nous parlons des conclusions de l'indice de perception de la corruption. Le Sénégal a perdu 2 points et reste dans la zone rouge. Et c'est d'ailleurs depuis 2016 que notre pays peine à sortir de cette zone dite dangereuse. Birahim Seck du Forum civil nous en dit plus. Malgré sa progression constatée à partir de 2013, le Sénégal avait finalement stagné dans la zone rouge de 2016 à 2020 avec une note de 45 sur 100. Les résultats de cette année, donc de l'IPC 2021, montrent cependant que le Sénégal est en train de régresser avec une note de 43 sur 100, perdant ainsi 2 points par rapport à l'IPC de l'année dernière. Ainsi, le Sénégal se retrouve avec la note qu'il avait obtenue en 2014, à savoir 43 sur 100. Il faut noter aussi, à l'instar du Sénégal, qu'aucun pays de l'UEMOA n'a obtenu la note de 50 sur 100. Donc, tous les 8 pays de la zone UEMOA sont dans la zone rouge. En ce qui concerne la zone CEDEAO, seul le Cap-Vert est en dehors de la zone rouge avec une note de 58 sur 100, donc premier dans l'espace économique commun. Il faut remarquer cependant que le Cap-Vert n'a pas avancé par rapport à sa note IPC de l'année dernière. Ce qu'il faut retenir d'emblée, c'est que l'élément substantiel qu'il faut considérer est plutôt le score que le classement. Ce dernier varie en fonction du nombre de pays concernés. C'est pourquoi le Sénégal doit encore faire beaucoup d'efforts pour sortir de la zone rouge, c'est-à-dire dépasser ou obtenir la note de 50 sur 100. Et en plus bref, du nouveau dans l'attaque contre l'armée sénégalaise près de la frontière gambienne hier lundi. D'après la DIRPA, au-delà des 2 soldats tués, 9 militaires sont portés disparus et probablement détenus par le MFDC. Au cours de ces affrontements, un assaillant a été tué et 3 autres faits prisonniers. Rappelez juste que cet accrochage a eu lieu dans le cadre d'une action de lutte contre le trafic illicite de bois. Et nous en arrivons aux élections locales. Un peu plus de 300 observateurs ont été déployés par le collectif des organisations de la société civile. Ils ont donc supervisé les élections dans les 46 départements du Sénégal. Quelques dysfonctionnements ont été notés. Le collectif a donc émis une série de recommandations. Les détails, c'est avec Alioune Sow et Chérif Gueye.
Ce collectif des organisations de la société civile avait déployé des observateurs fixes et mobiles lors des locales. D'après les observations, le vote s'est bien déroulé malgré quelques dysfonctionnements. Le scrutin du 23 janvier 2022 s'est globalement déroulé dans un environnement apaisé. La mission tient à cet égard à féliciter les autorités électorales et administratives pour l'organisation matérielle du scrutin. En dépit des dysfonctionnements, les listes de candidats, les populations, la presse, la société civile et les forces de défense et de sécurité pour le sens des responsabilités et la maturité dont ils ont fait preuve lors de ce scrutin. Des dysfonctionnements, le collectif des organisations de la société civile en a constaté. Il déplore d'ailleurs certaines démarches avant et pendant les élections. Les cas d'utilisation de véhicules de l'État pour la campagne de l'un des candidats ont été observés dans 35% des départements. Les cas de violence, d'intimidation, de corruption politique ont été relevés dans 4% des bureaux observés. La suspension du vote pendant 30 minutes et plus a été constatée dans 11%, principalement pour la pause déjeuner, ce qui reste contraire aux procédures qui indiquent que les bureaux de vote doivent rester ouverts de 8h à 18h en continu. Pour des élections futures, le COSC formule des recommandations à l'endroit des acteurs. La mission exhorte les parties prenantes à s'inscrire résolument dans cette dynamique de pacification de l'espace politique et électoral. La mission remercie les autorités et particulièrement les organes de gestion des élections pour la disponibilité dont ils ont fait montre, l'esprit d'écoute et la collaboration qui ont facilité son travail. La mission appelle les autorités électorales à publier les résultats du vote par bureau afin de renforcer la transparence des résultats du scrutin, et ce, dans des délais raisonnables. Ces élections locales se sont bien déroulées de façon démocratique, transparente et crédible, selon la société civile. Et beaucoup de candidats ont été battus dans leur propre localité. Ils ont ensuite justifié ces défaites par un transfert d'électeurs. Malgré les nombreuses contestations et dénonciations, il faut aussi savoir que la loi n'interdit pas le transfert d'électeurs parce que le code électoral n'en fait pas référence. Ce sont là les assurances de Ababacar Fall du CRADEC. Il admet cependant que cette pratique fausse le jeu démocratique. Aïssa Ndiaye l'a joint pour nous. Il faut savoir que le transfert d'électeurs n'existe même pas dans notre dispositif, disons, législatif et réglementaire. Donc, dans le code électoral, vous ne verrez aucune référence à la notion de transfert d'électeurs. Ça n'existe pas. Donc, sinon, c'est un fait politique. Ce sont les acteurs politiques qui s'adonnent à cette pratique qu'on appelle, entre guillemets, transfert d'électeurs. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes un responsable politique quelque part. Je donne un exemple, vous êtes maire. Vous savez que par exemple, vous n'avez pas fait du bon travail, en tout cas les populations. Vous allez ailleurs, vous prenez des gens et que vous venez inscrire dans votre commune. Vous leur faites des certificats de résidence, ils vont chercher la carte d'identité, la carte d'électeur et ils s'inscrivent dans votre commune. Mais du point de vue de la loi, c'est une pratique, disons, donc qu'on ne peut pas condamner. Parce que dès l'instant qu'un électeur se présente dans un lieu de vote, avec une carte d'identité qui montre qu'il est domicilié à ce lieu de vote et qu'il a son bureau de vote, qu'il est inscrit sur la liste électorale, on ne peut pas l'empêcher de voter. Maintenant, le problème c'est que lorsque ça prend des proportions très importantes, vous voyez le jour des élections, des cars venant par exemple d'autres lieux qui viennent délaisser des gens par cinquantaine, centaines, etc. Et c'est là où les gens parlent de transfert d'électeurs. C'est des gens qui n'habitent pas dans la commune, mais qui ont été inscrits. Et ça, c'est le fait des acteurs politiques. Maintenant, on parle de transfert, mais en réalité, lorsqu'une personne est inscrite dans un lieu de vote, son nom figure sur le registre d'émargement du bureau de vote, en principe, on ne peut pas l'empêcher de voter.
Une autre lecture à faire de ces élections locales à forte implication des jeunes. Ils sont massivement sortis dimanche dernier pour aller voter et leurs choix se sont reflétés sur les résultats de ce scrutin. Dans ce reportage de Abdulrahman Ly, ce sont les jeunes eux-mêmes qui expriment leurs attentes de ces nouveaux maires élus. Je vous propose de suivre son reportage. Il s'était accordé à mobiliser tous les jeunes du quartier dans le but de les faire voter pour un candidat résident. 3 jeunes qui auraient aimé faire de même si sur leur carte nationale d'identité, il n'y avait pas la mention « personne non inscrite sur les listes électorales ». Nous avions tous décidé de soutenir le candidat qui habite le quartier. On n'a jamais eu cette chance malheureusement. Et pourtant notre quartier regorge beaucoup de potentialités non exploitées. Nous avons malheureusement constaté que les maires une fois élus se concentrent sur leur localité au détriment des autres. Et ce qui est dommage. À quelques pas chez ce vendeur de café, c'est Abdoukhadr Gueye que nous interpellons sur le sujet. L'encre indélébile trouve son sang sur son petit doigt. Il s'est levé tôt le matin du 23 juin pour exercer son droit de vote et donner de la valeur à cette conclusion du dialogue politique qui veut désormais que le maire soit élu au suffrage universel direct. Nous avons saisi cette occasion unique d'élire celui que nous voulons à la tête de notre mairie. Voilà ce qui explique la forte mobilisation des jeunes qui sont sortis pour élire celui qu'ils pensent faire l'affaire une fois élu. Nous l'avons réussi et nous en sommes fiers. Si les jeunes se sont fait distinguer sur les lieux de vote le jour du scrutin, il en est de même sur les listes électorales. Alseni Mbaye, investi sur une liste, donne ses motivations. Un combat que des jeunes disent avoir mené à bon port. La balle est désormais dans le camp des élus, martèlent-ils. Plus de travail et moins de paroles, ce qu'ils attendent d'eux. Tout candidat élu qui ne répond pas à nos attentes, écoutez, nous allons tout simplement le sanctionner parce que les conséquences peuvent être désastreuses. Si vous vous souvenez bien, les acteurs politiques se plaisent à donner de l'argent par-ci et par-là aux jeunes pour être portés à la tête des communes. C'est une stratégie qui ne fonctionne plus aujourd'hui et ça s'est encore prouvé lors de ces élections. Les jeunes ont été investis sur beaucoup de listes. On peut même noter que la plupart ont rejoint des partis politiques. Un combat que des jeunes disent avoir mené à bon port. La balle est désormais dans le camp des élus, martèlent-ils. Plus de travail et moins de paroles, ce qu'ils attendent d'eux. Et c'est un jeune qui a fait tomber Abdoulaye Diouf Sarrayof. Seydina Issa Laïsamb, à 34 ans, est élu maire et au-delà de son jeune âge, cette victoire est le résultat du parcours d'un socialiste au front pendant plusieurs années à cœur ouvert avec Ibrahim Ndiaye Babacar Diop. Le voici, le sourire d'un homme victorieux qui fait le tour des réseaux sociaux depuis l'annonce des résultats des élections territoriales à Yoff. Parents, population, amis défilent dans la maison familiale pour savourer sa nouvelle casquette. Seydina Issa Laïsamb va désormais occuper le fauteuil municipal de la commune de Yoff à seulement 34 ans. Une surprise pour certains, mais pas forcément pour lui. Nous rendons grâce à Dieu parce que tout ceci n'est le fait que de Dieu. Parce que c'est lui qui met en avant les hommes, c'est lui qui donne le pouvoir. Donc vraiment, nous lui rendons grâce de ce succès et espérons que cela puisse être bénéfique à la jeunesse. C'est-à-dire que cela puisse servir de modèle à la jeunesse pour dire qu'il ne faut jamais nourrir de complexes. Et il faut avoir toujours des ambitions pour son terroir et sa nation. De 2007 à 2017, le jeune proche de Khalifa Sall a connu tous les chemins. De son entrée en politique à son exclusion du Parti socialiste. Aujourd'hui, Seydina Issa Laïsamb voit la lumière au bout du tunnel, une lumière symbole d'un engagement sans relâche. Depuis 2017, quand on a été investi sur les listes de Manko Taxawu au Sénégal, notre objectif était de commencer à le déstabiliser pour aller vers les élections locales. Et je pense que notre plan a fonctionné. Et naturellement, comme je le dis toujours, c'est par l'aide de Dieu. Nous nous sommes maintenant, en tant qu'être humain, donné les moyens politiques d'y arriver. Et alhamdulillah, par la grâce de Dieu, ça a été un succès. Mais c'est le succès non d'une seule personne, mais d'une équipe. Derrière le succès d'une jeunesse politique, l'appui d'un père au chevet de son 3e enfant.
Les deux Seydina Issa Laye, père et fils, sont intimement liés à la communauté lébou. ñoo bokk même tour ñoo bokk même sant. Peut-être ça va étonner certains. Moi je porte le nom du premier khalife Seydina Issa Laye, le fils de Seydina Limamou. Moi je lui ai donné comme nom et prénom celui du troisième khalife Seydina Issa Junior, qui a été khalife de 71 à 1987. Il est né un mois après le retour à Dieu de ce troisième khalife-là. C'est pourquoi je lui ai automatiquement donné son nom. Seydina Issa Laye Samb, c'est aussi la foi à la formation professionnelle après avoir obtenu son baccalauréat en 2005 au lycée Seydou Nourou Tall. Il a tenu à soigner son parcours. J'ai eu à faire des formations en informatique avec le centre de calcul de l'université. Ensuite, j'ai eu à intégrer l'école supérieure polytechnique de l'université de Cheikh Anta Diop pour en sortir avec une licence en sciences et techniques de gestion, option banque et institutions financières. Ensuite, j'ai eu à faire l'IFAS de la faculté des sciences économiques pour y avoir un master en banque et institutions financières. Actuellement, toujours, je suis en train d'apprendre. Pour un master en finance et gestion publique. Le tombeur d'Abdoulaye Diouf Sarr sollicite les prières de ses parents et de tout le pays pour remplir sa mission. Le succès est loin de poser sur ses épaules et pour ses nombreux administrés qui ne cessent de partager sa photo sur les réseaux sociaux, le nouveau maire tient à leur dire ceci avec le sourire, bien sûr. En tout cas, je suis marié et j'ai 2 enfants. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Avec le sourire aussi, nous parlons de la victoire du Sénégal en 8e de finale, 2-0 face au Cap-Vert, et le Sénégal est qualifié en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Début, je rappelle, de Sadio Mané et Ahmadou Bamba Dieng. Voici donc Aliou Cissé, sélectionneur des Lions, en conférence de presse d'après-match. Je crois que ce qu'il faut retenir d'abord, c'est le fait qu'on ait bien démarré ce match-là. L'entame de ce match-là a été très important. C'est ce que nous voulions. On a pu travailler pendant 4-5 jours, récupérer l'ensemble de notre effectif. Et comme j'ai dit aux garçons depuis le début de la semaine qu'il fallait entamer ce match-là et rentrer dans ce match-là par le bon bout. C'est ce qu'on a fait pendant les 20 premières minutes, c'est ce qu'on a fait pratiquement tout le long de la rencontre. C'est-à-dire pousser cette équipe capverdienne à la faute et c'est ce qu'on avait réussi à faire à 10. Ils ont un système défensif, ça a été encore beaucoup plus difficile parce qu'ils ont reculé encore davantage. À 9, ça a été encore plus. Donc il fallait être patient et Bamba marque ce deuxième but qui nous libère. Donc féliciter vraiment les joueurs par leur détermination, féliciter les joueurs aujourd'hui par la qualité qu'ils ont dû mettre et féliciter les joueurs aussi par rapport aux consignes respectées et surtout le niveau qu'ils ont joué ce match-là. Et Sadio Mané aussi blessé à la tête va subir des examens IRM. Il est encore conscient malgré le choc. Le capitaine de l'équipe, Kalidou Koulibaly, nous donne justement de ses nouvelles et il a aussi commenté le jeu de ses coéquipiers. Pas encore, on sait qu'il est en train de faire des examens, on attend les examens, mais on l'a eu au téléphone et ça avait l'air d'aller, mais bon, on va pas prendre de risques quand même. La qualification, on sait qu'on avait à cœur de se qualifier pour les quarts de finale, c'était un match difficile aujourd'hui, un derby. Le Cap-Vert est venu avec ses armes, je pense qu'on a fait une grosse entame de match, on a montré un autre visage du Sénégal et ça fait plaisir. Après, on a réussi à gérer le match et grâce à un petit tour de magie de Sadio, on a réussi à marquer ce but. Après, on a réussi à mettre le 2-0, mais je pense qu'on peut mieux faire encore parce qu'on pouvait gérer mieux le match. On va pas faire la fine bouche. Aujourd'hui, on peut être content parce qu'être qualifié pour les quarts de finale, c'est pas pour tout le monde. Je pense qu'à 9 contre 11, on était trop devant. On était 4-5 joueurs devant alors qu'il fallait contrôler le match, aller de gauche à droite et contrôler leur contre-attaque parce qu'eux, ils n'avaient plus rien à perdre, donc ils lançaient tout le monde devant. Et je pense qu'on n'a pas réussi aussi à déjouer leur pressing, mais voilà, je pense qu'on ne va pas faire la fine bouche. Aujourd'hui, Sadio a marqué, Bamba a marqué, on a fait encore un clean sheet, donc on peut être content ce soir. Dans le reste de l'actualité, la Ligue des oulémas de l'islam condamne à son tour le rejet de la proposition de la loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. Elle invite alors les députés à revoir leur position. Mamadou Sy et Babacar Diop. La Ligue des oulémas de l'islam salue l'engagement du collectif And Sam Djikoyi
dans son combat pour la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Elle regrette le rejet du projet de loi par le bureau de l'Assemblée nationale. L'initiative du collectif Ensemble Dikoui tendant à criminaliser l'homosexualité au Sénégal est à saluer. La Ligue des Oulémas encourage le collectif et lui réitère son soutien. La Ligue des Oulémas regrette que l'Assemblée nationale du Sénégal ait jugé comme irrecevable la proposition de loi de ce collectif et appelle les députés à la crainte révérentielle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et à respecter ses recommandations, que ce soit des interdits ou des obligations. Car ils seront comptables devant notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit: craignez le jour où vous serez ramenés à Allah, alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis et elles ne seront point lésées. Face aux dérives et aux mauvaises pratiques, la Ligue en appelle à la responsabilité de tous. Sur la responsabilité de chacun face aux dérives et aux mauvaises pratiques, Allah subhanahu wa ta'ala exige de tout croyant qu'il empêche les mauvaises pratiques ou bien, s'il n'en a pas les moyens ou le pouvoir de le faire, au moins se sent n'offusqué. Cheikh Omar Foutiyou Tall, son livre qui signifie rappel pour les aspirants à la droiture et au succès des Dieu, a dit: comprends donc que recommander le bien et interdire le mal, le blâmable, est un devoir pour celui qui détient toute parcelle d'autorité confiée à lui par Allah subhanahu wa ta'ala. La situation au Mali et en Gambie n'a pas échappé au président de la Ligue des Oulémas. Il invite les acteurs au dialogue. De la situation au Mali et en Guinée, la Ligue prie pour que la paix revienne dans ces deux pays frères et invite leurs autorités d'une part, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine d'autre part, à maintenir leurs négociations pour parvenir à des accords acceptables et susceptibles de garantir la stabilité et la paix dans ces deux pays et dans la sous-région. La Ligue exhorte la CEDEAO et l'Union africaine d'éviter toute décision qui aurait comme conséquence l'aggravation de la situation déjà difficile des populations de ces pays. La proposition de la loi sur l'homosexualité au Sénégal est remise au goût du jour par la Ligue des Oulémas de l'Islam. Selon elle, certaines pratiques sont à bannir. Les députés sont invités à revoir leurs copies. Notre modèle de réussite ce soir, Ndeye India, 28 ans, mariée et mère de 2 enfants. En véritable couteau suisse, elle s'active dans plusieurs domaines, vente de sacs, de chaussures, de vêtements, de greffage, entre autres accessoires. Et elle trouve aussi le temps de s'occuper de sa famille. Omar Khan et Moussafa l'ont rencontré. Des sacs exposés par-ci, des greffages par-là, des vêtements de l'autre côté, un bureau et des enfants qui jouent sur un lit juste à côté. Ndeye Ndiaye a presque fini de transformer la chambre de ses enfants en boutique. Un choix motivé par 2 raisons. La première, c'est que on a remarqué qu'à Dakar, la location coûte excessivement très cher. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas trop intéressant de payer la location, de la maison et tout. On s'en sort pas. Quand on est jeune entrepreneur, on veut réaliser d'autres projets, faire beaucoup plus d'économies. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas aménager ici, comme on paye déjà la location et que je suis seule chez moi et que les enfants ne passent même pas la journée ici, pourquoi pas aménager ici. Comme j'ai fait la vente en ligne, toutes mes clientes, je les rencontre à travers le net. Donc même si je leur propose de venir chez moi, ils vont venir. Une maman poule qui n'imagine pas une seule seconde s'éloigner de ses 2 enfants, Papi et Mohamed. C'est pourquoi elle mise sur la vente en ligne. Son téléphone portable,
son plus proche collaborateur. Sacs, chaussures, greffage, vêtements, tout est photographié et mis en ligne sur les réseaux sociaux. Je publie sur Facebook, je publie sur WhatsApp, je publie sur Instagram, sur Snapchat. Et puis quand je publie, je mets de belles photos, comme je vous ai montré sur mon téléphone. Donc quand les clients s'intéressent, elles m'appellent ou bien elles m'envoient un message sur WhatsApp. Bon, je leur propose les prix et tout. Et quand on tombe d'accord, soit je leur propose de les livrer ou bien elles passent chercher. Voilà. Comment vous vous réveillez le matin? Oui, je me réveille très tôt, comme si j'allais au bureau. Je me réveille, je prépare mon fils pour qu'il aille à l'école. Et moi aussi, je me prépare, je me fais belle pour recevoir mes clients. Et puis, je m'assois dans mon salon. Et puis, j'utilise mon téléphone pour faire les ventes. Et quand j'ai une livraison, j'appelle le livreur. Il vient, je lui donne. Je mets les étiquettes dans les sachets. Et puis, je lui donne. Il va livrer. Être femme au foyer et entrepreneuse, une tâche pas du tout facile. Mais avec méthode et organisation, Ndeye Merry s'en sort. J'essaie de gérer avec l'aide de ma bonne, vraiment. Elle m'aide beaucoup. Elle m'aide avec les enfants. Et des fois, quand monsieur est là, les week-ends par exemple, quand la bonne part, quand monsieur est là aussi, il m'aide avec les enfants. Parce que moi toute seule, avec les enfants et la maison, je ne m'en sors pas. Et le travail, parce que ça demande énormément de concentration, comme j'ai dit. Mais bon, j'essaie de gérer. Papy, il va à l'école. Le soir, il va à l'école coranique ou bien il va faire du karaté. Donc, des fois, Mohamed, je le fais dormir ou bien je le mets au dos. Et puis, je travaille sur mon téléphone pour que la maison soit calme. Parce que quand la maison n'est pas calme, tu ne peux pas travailler. Une jeune entrepreneuse qui encourage l'entrepreneuriat. Ndeye Merry Ndiaye a initié le projet Un jeune, un projet pour initier les jeunes à l'entrepreneuriat. Grâce à une collecte qu'elle a lancée sur les réseaux sociaux, elle a aidé un jeune animateur à acquérir un matériel de sonorisation. Voilà à quoi peuvent servir les réseaux sociaux. On se quitte sur ces notes de motivation. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes et à demain pour un autre 19h45.